Rue du Jeu présente la collection Rosenberg. Découvre les aventures de cet auteur de jeu renommé dans des livres comme UV relit ses règles, UV pitch son prochain jeu, et notre nouveau titre à paraître, UV prépare Nusfjord. Le numéro 1 chez votre marchand de journaux, 1,99€ seulement. Attention, ne convient pas aux joueurs de moins de 36 ans. Salut tout le monde, c'est Boris, bienvenue dans cette nouvelle rétrospective. SN arrive avec sa semaine spéciale sur la chaîne, mais c'est pas un gros salon et c'est 1000 nouveautés qui vont nous empêcher de retracer les créations de notre UV préféré, hein. Aujourd'hui, dans les aventures d'UV, on va parler de piliers comme Caverna ou dans un autre style Patchwork, qui va devenir une référence du jeu de polyomino familial au point de créer une tendance. Et ça va aussi devenir une nouvelle série de jeux pour Rosenberg parce qu'on commence à comprendre comment il fonctionne, le bonhomme. Avant de commencer, sachez qu'il reste moins d'un mois avant le tirage au sort de la tombola rue du jeu et que vous êtes pour l'instant assez peu nombreux à avoir participé, ce qui veut dire que vous avez de sérieuses chances de l'emporter si vous achetez un ticket. Pour 5€, vous soutenez la chaîne et vous avez une chance de remporter 50€ d'excellents jeux de société. Vous pouvez faire votre choix parmi des perles comme Le Bien et le Malte, Evenfall, Expedition to New Dale d'Alexander Pfister, bref, il y a du lourd et c'est vous qui choisissez parmi cette sélection-là. Vous pouvez aussi rejoindre le voisinage pour 5€ par mois, et là, en plus d'avoir accès aux vidéos en avant-première, vous participez automatiquement au tirage au sort, et puis vous m'aidez à continuer ce gros boulot que sont les rétrospectives. Merci à toutes celles et ceux qui soutiennent déjà la chaîne. Sinon, un petit like, un commentaire, un abonnement, un partage, tout ça c'est gratuit et ça fait plaisir aussi. Assez quémandé, on est parti pour ce 3e volume, et vous allez voir qu'une fois de plus, on démarre doucement avec 3 déclinaisons d'anciens jeux d'UV. Oui, on a un nouveau tome pour la collection présenté dans l'intro, c'est UV fait du recyclage. « 2012, année du développement des séries en place, à commencer par la plus célèbre. Alors, certains m'ont fait la remarque, oui, pardon, j'ai pas traité les 126 000 versions différentes de Bonanza, il a fallu faire des choix pour pas devenir fou, mais tout de même, on a vu dans le premier épisode ce que valait la version jeu de plateau, et comme toujours quand on tire sur la corde, il fallait bien une version D de Bonanza, non? Comment ça, non? Et sachez qu'on a échappé au pire, car UV admettait dans une interview en 2015 qu'il avait encore sous le coude 10 versions de Bonanza qui n'avaient pas encore été publiées. À l'époque, il avoue aussi qu'il commence à tourner en rond avec Bonanza, car il en est tout simplement plus un expert, puisqu'il se concentre davantage sur Agricola et ses nombreux decks d'extension. Alors comment faire une version D de Bonanza? On l'a vu dans les précédentes rétrospectives, c'est souvent un exercice casse-gueule. On veut garder l'essence du jeu de base, qui serait ici la négociation, j'imagine, mais on veut en faire une déclinaison avec beaucoup moins de matériel, qui soit plus rapide et qui soit forcément plus hasardeuse. On a ici 5 dés spéciaux qui montrent différentes sortes de haricots, et tous ne sont pas présents de manière équivalente sur les faces des dés. Ça simule un peu la rareté des haricots dans la pioche du jeu de base. Et on a devant nous des cartes commandes à compléter de bas en haut, dont on pourra récupérer les revenus dès qu'on en aura complété au moins 3 lignes. Et il y en a jusqu'à 5 pour gagner maximum 3 thunes, qui sont évidemment les points de victoire. À chaque lancer, vous devez sélectionner au minimum un dé que vous conservez, il va dans la boîte, et puis en relancer autant que vous voulez. Mais attention, à chaque fois que vous relancez, les autres joueurs regardent le résultat que vous obtenez, et s'il leur permet de compléter la ligne inférieure de leur commande, hop, vous les faites avancer. C'est un mécanisme qu'on retrouvera par exemple dans Donnant-Donnant. À vous de voir si vous prenez le risque, et en même temps, un même dé peut servir à remplir plusieurs commandes d'un coup. Du coup, ça vous donne envie de pousser pour réaliser le lancer parfait. Voilà, après, c'est une course à celui qui est le premier à faire 10 thunes. Donc, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas d'interaction directe. Le seul côté social du jeu, il va être de pousser l'adversaire à relancer ses dés et le remercier avec un sourire narquois quand ça va vous permettre de valider votre carte. On n'a évidemment pas non plus l'idée de la main de carte fixe qu'on peut pas réorganiser. Voilà, ça semble pas dingue et je me demande si l'idée aurait pas mieux fonctionné avec une vraie grille à cocher dans laquelle, par exemple, quand tu as entamé un certain nombre de colonnes, tu dois les poursuivre comme les champs de Bonanza. Du coup, on aurait pu s'échanger les dés qui nous intéressent pas. Mais bon, tant pis, je vais pas faire le taf de Rosenberg à sa place non plus. Allez, on avance.
Bon, j'ai démarré la vidéo en parlant de recyclage avec Dédain, mais en vrai, là, on arrive sur le jeu de Rosenberg auquel j'ai le plus joué, croyez-le ou non, et c'est aussi probablement mon Rosenberg préféré. Agricola Terre d'élevage, la version 2 joueurs d'Agricola, qui est mine de rien très différente de son grand frère, un excellent jeu qui coupe pas mal de choses pour vous proposer une expérience nouvelle. 1. Le nombre d'ouvriers est fixe, vous en avez 3 du début à la fin pendant 8 manches, le jeu dure environ une demi-heure. 2. Plus besoin de nourrir, les ressources se concentrent uniquement sur la construction de bâtiments. Et 3. Agricola Terre d'élevage se concentre sur les animaux. Ce sont eux qui font beaucoup de points, ils peuvent aussi vous en faire perdre si vous n'êtes pas diversifié dans les espèces que votre ferme accueille. Le système de score tourne vraiment autour du bétail et peut vous donner des gros bonus si vous vous focalisez sur une espèce en particulier, ou des malus sur les espèces que vous snobez. Du coup, toute la réflexion réside dans l'optimisation de l'espace pour accueillir un maximum d'animaux, mais aussi dans la tension autour des naissances, car on a gardé cette mécanique et on veut un couple d'animaux le plus tôt possible pour profiter de leur procréation. Encore faut-il avoir de la place pour caser leurs rejetons. Parce que oui, dans Agricola Terre d'élevage, la place manque. Ok, vous pouvez caler un cochon dans un coin de votre baraque, mais la famille s'agrandit rapidement, pas la vôtre, celle des animaux, et il va falloir des barrières, des enclos, des auges, tout le tintouin. Et ça aussi, ça va créer une tension importante autour des emplacements d'ouvriers cruciaux qui vous permettent de poser des barrières, d'agrandir votre plateau, ou encore de choper des ressources indispensable à la confection de stalles, car à chaque nouveau tour, on remplit les espaces de bois, de pierres, de barrières, d'animaux, et tant que personne ne va sur cet espace, ça gonfle, les ressources s'accumulent, mais si ton adversaire te pique ton emplacement sous le nez au moment où tu allais te servir, évidemment tu vois rouge, donc la place de premier joueur, elle est très importante, et pour la récupérer, il va falloir aller sur la case qui ne reçoit qu'un bois par tour, qui est évidemment pas top. Agricola Terre d'élevage, le jeu de base, il manque un petit peu de variété avec ses 4 bâtiments spéciaux, mais si vous lui ajoutez son extension qui en propose une pelletée de nouveaux, que vous ajoutez à ceux du jeu de base pour préserver l'équilibre, ça devient un vrai bonheur. On analyse non seulement les bâtiments qu'on veut construire, mais aussi l'endroit où on va les placer, puisque les bords de la tuile bâtiment fournissent des barrières gratuites. C'est un casse-tête savoureux qui demande de surveiller de très près l'adversaire. Tout ça en une demi-heure, c'est vraiment un grand jeu et probablement mon Rosenberg préféré. En tout cas, c'est dans les jeux plus légers, c'est celui que je préfère, c'est certain. Et les extensions, elles étaient au départ vendues séparément, parfois déstockées en plus, mais l'ensemble est depuis proposé dans une big box. En VF, je crois que c'est chez Funforge. Si vous l'avez pas, je recommande très chaudement cette version qui est bien moins frustrante que le Agricola standard. Troisième jeu de 2012, on continue dans les déclinaisons de joueurs des gros jeux de Rosenberg, et après Agricola vient très logiquement Le Havre, dans une version sous-titrée Port fluvial. Alors, heureusement que je note mes parties, parce que le jeu m'était tellement sorti de la tête que je me souvenais plus du tout si j'y avais joué ou pas, et en fait j'en ai effectivement fait une partie en 2016, et force est de constater qu'il m'a pas laissé un souvenir impérissable. Rosenberg oblige, Le Havre port fluvial contient une roue. Et vous allez voir que ça va revenir pas mal dans cet épisode. Cette roue, elle va définir le nombre d'actions dont bénéficie chaque joueur à chaque tour, avec un premier joueur avantagé et une alternance, comme dans Ora et Labora. Et la roue, elle va aussi régir l'arrivée en jeu des bâtiments. Donc ils ont chacun une lettre et ils vont débarquer par ordre alphabétique dans une séquence fixe. Et en fait, le jeu s'inspire beaucoup d'Ora et Labora, puisque la roue fonctionne de la même façon, avec ses jetons ressources qui augmentent et puis qui retombent à zéro quand ils sont sélectionnés, sauf qu'ici, cette dynamique concerne les bâtiments. Quand vous en construisez un, il va débarquer dans la case 0, et puis il va augmenter de valeur à mesure que la roue tourne, et si quand vous l'utilisez, il est par exemple en zone 3, vous bénéficiez de son effet 3 fois, et puis il retourne à la case 0, vous avez capté l'idée. On peut évidemment se servir des bâtiments construits par notre adversaire en le payant 1 franc,
Et les activations de bâtiments, elles vont servir principalement à faire avancer nos marqueurs ressources sur une grille, et c'est assez peu sexy, ça fait vraiment tableur Excel, pour le coup, avec des cubes qui bougent en diagonale, en verticale, pour que tu scores le plus de points possible, tu additionnes tes lignes et tes colonnes, c'est vraiment un truc de matheux, et le thème est pour le coup pas du tout incarné. Par ailleurs, les bâtiments, ils sont toujours les mêmes, et ils sortent dans le même ordre, donc ça fait pas rêver en termes de renouvellement, même si bien sûr on les construira pas tous à chaque partie, hein, mais voilà, ça semble manquer un petit peu de variété. Personnellement, cette version, elle m'a pas convaincu sur ma seule partie, et je trouve qu'elle sent beaucoup plus le recyclage qu'Agricola Terre d'Élevage. Dites-moi si vous avez un avis différent sur ce Le Havre port fluvial. Dernier jeu de 2012, et a priori on n'est pas non plus sur du très marquant. Alors imaginez, vous êtes Ravensburger et vous voulez un auteur pour adapter le célèbre jeu vidéo basé sur le monde agricole. Non, pas Harvest Moon, l'autre. Non, pas Farming Simulator non plus. Non, mais oui, c'est Farmerama, bien sûr. Cet éminent jeu sur navigateur connu tous au graphisme somptueux. Bon, peut-être que tu as joué sur Facebook ou que sais-je encore, et je ne te juge pas. Mais voilà, qui de mieux que le roi du jeu de gestion agricole pour remplir cette mission? Ça me rappelle Johan Levet, l'auteur de Myrmes, à qui on a commandé l'adaptation de La Cigale et la Fourmi en jeu de société. On revient à la période faux bien bouffé de Rosenberg, avec ce produit assumé comme mercantile. On a même une mention sur la boîte que l'achat du jeu de plateau va te refiler de la monnaie virtuelle dans le jeu vidéo. Ils font même pas semblant. Alors comment ça marche? On a 5 cartes actions, on en sélectionne une secrètement, et puis on révèle. Si on a choisi la même, on va gagner une décoration avec 4 points de règle pour déterminer quel joueur la reçoit précisément. Bon, déjà, ça c'est bizarre, c'est pas très élégant. Alors, tout le monde joue simultanément, et devinez quoi? Il a réussi à mettre une roue. Là encore, elle va déterminer la puissance d'action des joueurs et la fréquence à laquelle certaines actions pourront être utilisées. Et on a aussi notre roue personnelle qu'on peut tourner en dépensant une unité d'eau. Bon, à part cette double roue, côté gameplay, c'est vraiment du classique qui reprend les actions mécaniques et répétitives du jeu vidéo: planter, arroser, récolter, nourrir les animaux, etc. Mais en vrai, ça a l'air assez efficace. Moi, le seul truc qui me rend réticent à mort, ce sont les visuels. Franchement, je peux pas. Même si le jeu est bon, la licence et ses codes font que j'ai vraiment aucune envie d'y jouer. Ces animaux avec les gros yeux, là, vraiment, je préfère 1000 fois le style vieillot de Clement's Friends. Mais en soi, les jeux de commande, ça n'a rien d'honteux, hein. La Team Kaedama le fait, par exemple, beaucoup, avec des licences comme Naruto ou autres, et il faut reconnaître que c'est cool que l'éditeur ait fait l'effort d'embaucher un vrai auteur. Je sais pas si c'est l'idée de l'éditeur du jeu vidéo ou celle de Ravensburger, mais franchement, tant mieux. Et ils ont même mis le nom sur la boîte. Bon, rassurez-vous, en 2013, il va vraiment y avoir du solide, et pas seulement en termes de jeu, puisque avant d'aller plus loin, il faut qu'on parle de Feuerland. Ouais, l'éditeur de Terra Mystica, Projet Gaia, Ark Nova ou encore La Familia. Qu'est-ce qui vient foutre ici, vous avez envie de me demander? Eh ben, figurez-vous que Lookout Games n'est pas la seule maison d'édition que Rosenberg a co-créée. Tout commence au lycée où Uwe Rosenberg est camarade de classe avec un certain Frank Aaron, qui n'est pas auteur de jeu, en tout cas d'aucun jeu édité, puisque sa fiche BGG le crédite juste pour des goodies de Terre d'Arles et de la Route du Ver, dont on va parler juste après. UV va initier Frank au jeu de gestion au fil des années et ils vont rester proches. Frank décrit UV comme une sorte d'éclaireur. Son carnet d'adresses et sa connaissance du milieu lui ont été extrêmement utiles à lui et à ses potes, et ensemble, ils vont auto-éditer Terra Mystica de Jens Dorgemüller, qui n'avait auparavant sorti que le Sceptre de Zavandor. On en parle dans la rétrospective Pfister Volume 1. Et Terra Mystica a aussi signé Helge Ostertag, qui avait sorti juste 3-4 jeux confidentiels pendant les années 2000. Donc vraiment, Terra Mystica, c'est le jeu de leur vie. Ils y ont consacré des années pour peaufiner l'équilibrage des asymétries entre les peuples, qui reste imparfait, hein, mais il y a quand même un énorme boulot de développement là-dessus quand on compare avec le tout venant des sorties. Et Terra Mystica, il va rafler, vous le savez, des dizaines de prix, de sa sortie en 2012 jusqu'encore en 2015. Et à partir de là,
UV va alterner, on va le voir dans cette vidéo, entre Lookout, sa propre boîte, et Feuerland qu'il a cofondé avec ses potes, avec au départ juste Frank Aaron qui bosse à temps partiel et qui s'occupe de tout, puis on va embaucher des gens petit à petit avec Terra Mystica qui prend de l'ampleur. Et quoi de mieux pour succéder à ce succès inattendu de Terra Mystica qu'une valeur sûre avec Uwe Rosenberg qui fait ce qu'il sait faire de mieux. Du coup, voici La Route du Ver, édité par Feuerland. On est sur un jeu étonnamment un peu plus light que la moyenne des œuvres de Rosenberg, ce qui est surprenant quand on sait qu'il succède à Terra Mystica, et on s'inscrit pleinement dans la continuité de ses productions des dernières années, puisqu'il y a roulement de tambour... Une roue! Quand je dis que c'est étonnant que La Route du Ver succède à Terra Mystica, j'entends par là que ça m'étonnerait qu'UV ait créé un jeu spécialement pour ses copains. Je pense qu'il a repris un proto qu'il avait déjà en magasin, potentiellement pour Lookout, et s'est dit, allez, on le passe de l'autre côté, c'est y part. Mais en vrai, j'ai menti. Il n'y a pas une roue, il y en a 2, par joueur. Et oui, chacun a ses propres roues de production, avec ses petits jetons ressources dessus, une roue de verrerie et une roue de briqueterie, parce que pourquoi pas. Ces roues, elles sont pas là pour faire joli, elles représentent le processus de production des ressources. Pour créer du verre, qui est une ressource raffinée, il va falloir dépenser les ressources de base, comme le sable, l'eau, le bois, etc. Et on retrouve aussi le retour des cartes, avec ici un système plus léger, qui rappelle Broom Service ou Malédiction, donc c'est-à-dire que vous et vos adversaires avez tous les mêmes cartes en main. En début de manche, vous en choisissez 5 parmi 15, et si vous êtes le seul à sélectionner une carte, vous bénéficierez de ces 2 compétences, mais si un autre joueur l'a en main, il va la jouer au moment où vous la posez aussi, et vous pourrez utiliser qu'une seule des 2 compétences. Sur les 5 cartes, vous allez en jouer 3 pendant votre tour, et maximum 2 autres pendant le tour des adversaires, s'ils ont choisi la même donc. On va évidemment essentiellement récupérer des ressources, puis les dépenser pour construire des bâtiments de 3 types, ceux de conversion, les immédiats et ceux à point et non pas saignants. Le jeu va assez vite, seulement 4 manches de 3 tours, donc 12 actions principales au total, et à chaque manche on peut choisir parmi l'ensemble de ces 15 cartes, donc il n'y a pas de possibilité de compter les cartes ou que sais-je, mais on peut par contre, à la Race for the Galaxy, essayer de déduire les cartes sélectionnées par les adversaires et tenter de les forcer à les abattre au mauvais moment. On est sur un jeu assez rapide et nerveux, environ 20 minutes par joueur. On garde la base de ce que Rosenberg peut proposer, mais en offrant une expérience plus condensée, plus rythmée. Et autant, je le redis, la proposition me paraît relativement peu adaptée à la nouvelle ligne éditoriale de Feuerland qu'annonce Terra Mystica, autant je trouve la proposition rafraîchissante et pertinente, surtout en regard de l'autre jeu qui sort la même année chez Lookout. Bah oui, parce que en 2013, dans l'écurie d'en face, il y a un jeu qu'on a déjà évoqué et que vous êtes nombreux et nombreuses à préférer à Agricola, c'est Caverna. C'est littéralement Agricola 2, avec un système de quête, des ressources joker, les rubis, et puis grosso modo un feeling moins punitif, moins restrictif. Ah oui, et puis des nains aussi. Caverna, ça m'a complètement fait tourner la tête au début, j'en étais complètement fan, c'était la promesse d'un Agricola over the top, avec sa profusion de matériel, la proposition d'y jouer à 7 joueurs, ne faites pas ça chez vous, personne ne veut faire ça, c'est une idée débile, mais UV a tout mis dedans, c'est de l'esbrouf éditorial pour jouer à qui a la plus grosse. Et en vrai, Caverna aurait plus logiquement eu sa place chez Feuerland que chez Lookout. Vu qu'il est plus touffu, ils auraient pu faire un échange avec La Route du Ver, mais ça aurait sans doute été un peu le bordel, puisqu'Agricola était édité chez Lookout et le mercato aurait été un peu violent. Remarque en France, Agricola était chez Istari, et puis il est repassé chez Funforge quand mon éditeur de cœur a officieusement disparu, mais bref, c'est de la popote interne, comme on dit chez nous. Pour ceux qui ont besoin d'un rappel, il y a 2 différences majeures entre Agricola et Caverna. 1. La flexibilité. Si dans Agricola, nos efforts sont focalisés sur l'obtention de précieux points de nourriture et que les obtenir est un vrai parcours du combattant, dans Caverna, c'est beaucoup plus simple de se débrouiller. Même si on ne sait pas exactement à quelle manche on devra nourrir, on peut, lorsque la phase survient, convertir toutes sortes de choses en nourriture, à commencer par l'or, mais aussi les animaux,
les légumes, un couple d'ânes. Et le jeu nous montre tout un tableau des conversions possibles. On n'a pas besoin de se casser les fesses à construire un four à pain ou une plancha sur roulette pour cramer du mouton. Donc même s'il faut toujours nourrir nos troupes, c'est beaucoup plus simple, le jeu est plus satisfaisant, ce qui s'illustre aussi par le système de quête qui fait monter nos nains en puissance. On devra d'ailleurs les jouer du plus faible au plus balèze, avec des actions exclusives pour les ouvriers qui ont atteint un certain niveau. Et deux, si vous avez suivi l'épisode précédent, vous le savez déjà un peu, les cartes, ou plutôt l'absence de cartes. Dans Agricola, les cartes, elles étaient au centre de la personnalisation de l'expérience. Elles permettaient une rejouabilité infinie, et dans Caverna, elles ont été remplacées par des tuiles fixes à construire sur le plateau, les mêmes à chaque partie. Il est donc possible de reproduire une stratégie identique d'une fois à l'autre, même si vous devez vous adapter à l'ordre dans lequel les actions se dévoileront. Ce qui est intéressant, c'est que par contre, le placement sur le plateau personnel prend plus d'importance, puisqu'il va falloir ici non pas déblayer son plateau, mais le remplir avec des dominos, à la fois côté forêt et côté galerie, parce qu'on creuse sa mine pour y poser les tuiles qui nous intéressent. Et je l'ai déjà dit, mais cet aspect fermé et définitif des effets de bâtiment, c'est l'aspect qui fait que je me suis personnellement lassé de Caverna sur le long terme, après une dizaine de parties, je dirais, et il faut croire qu'UV était conscient de cette faiblesse, puisque quand on lui a demandé ce qu'il en était d'éventuels extension pour Caverna en interview, il a répondu « Ce sont les cartes qui ont continué à faire vivre Agricola. Il y en a maintenant plus de 2000 qui représentent un univers vraiment vaste et avec des fans qui ont créé leurs propres idées, auxquelles je n'aurais jamais pensé moi-même et qui sont souvent fantastiques. Donc, si vous avez des idées pour étendre Caverna, faites des cartes. Vous aurez bientôt une extension créée par les fans. Des cartes comme dans Agricola, avec des aménagements mineurs et des savoir-faire. Sacré UV, quoi. Ah, vous voulez une extension? Bah faites-la vous-même, les gars. Bon, mine de rien, en vrai, il y a peu de gens qui jouent assez à leur jeu pour qu'on puisse dire qu'ils ont fait le tour de Caverna, et je pense qu'il a l'énorme avantage d'être une excellente porte d'entrée dans le jeu de gestion moderne, grâce à son sentiment de frustration qui est moindre. Donc même s'il n'a pas ma préférence personnelle, je le recommande tout de même chaudement, mais par contre, déconnez pas, hein, n'y jouez pas à 7, vraiment. Non, ça va durer une demi-journée. Non, je te vois, pas à 7. Et si UV te dit de te jeter dans le canal, tu le fais? Bon, et si il te dit de faire un puzzle de polyomino? Le vrai retour de Rosenberg au jeu familial, il est là. Patchwork. Un jeu tellement simple que c'en était presque suspect, mais qui a mis tout le monde d'accord au point d'avoir droit à des tas de déclinaisons visuelles. Patchwork Halloween, Patchwork Noël, Patchwork à la plage. Non, je referai pas de fausses couvertures. Patchwork, c'est ce jeu de placement de polyomino sur un plateau personnel pour 2 joueurs. Vous connaissez probablement, on a plein de pièces de formes différentes avec un coût double en boutons, qui sont la monnaie du jeu, et en temps. Il y a une mécanique de piste du temps, à la Thèbes, Glenmore ou Olympos, tout ce que vous voulez. C'est celui qui est le plus en arrière qui joue, parfois plusieurs fois de suite du coup. Et quand on joue, on peut acheter une pièce parmi les 3 qui sont devant le petit pion. On déplace le pion à la place de la pièce qu'on a prise, ce qui donne de nouveaux choix à notre adversaire. On doit à la fois essayer de tout caser sur notre plateau, dans un puzzle personnel, et en même temps, il y a aussi de l'interaction, puisqu'on cherche à laisser de mauvais choix à l'adversaire, à lui piquer les tuiles qui lui offriraient un précieux revenu pour que, appauvri, il soit forcé de passer son tour et de vous rendre la main. Patchwork, c'est diaboliquement malin, avec cette course pour avoir un carré de 7 sur 7 qui va nous octroyer 7 points bonus, et même si, personnellement, j'en ai un petit peu fait le tour, après 10 ans, ça reste un méga bon jeu qui a un peu relancé la mode des polyomino, sauf que ces émules avaient souvent moins d'interactions, plus de règles, et étaient du coup moins efficaces à mon sens. La mécanique de la piste du temps, c'est pour moi la bonne idée de Patchwork, qui en fait un jeu vraiment rafraîchissant, original et interactif, et elle vient d'une volonté d'UV de se détacher de la simultanéité. Selon lui, à l'époque, tous les jeux de polyomino se jouaient en simultané, à la manière de Mondo par exemple, et il a vraiment voulu casser cette dynamique en vogue, ce que permet complètement cette piste de temps, puisqu'on est à l'inverse de la simultanéité, parce que le même joueur peut jouer plusieurs tours de suite. Ce qui est étonnant, c'est que la genèse de Patchwork, elle provient aussi de la création d'un jeu bien plus compliqué, à la gloire d'Odin, dont on va parler un petit peu après. UV explique en interview comment les polyominos sont arrivés dans sa vie de créateur. À un moment donné, je pensais que la phase d'alimentation dans Agricola serait comme ceci. Je dois payer une nourriture de valeur 7, c'est beaucoup.
comment faire pour que les joueurs se représentent ce coup. Si une vache a une longueur de 3, un sanglier une longueur de 2, un mouton une longueur de 1, d'un point de vue matériel, vous pouvez les placer les uns à côté des autres. Et ensuite, vous pouvez payer la nourriture de manière visuelle. C'était une approche pour créer un nouveau jeu de ferme. La prochaine idée était, que se passe-t-il si je ne fais pas seulement les tuiles dans une rangée, mais dans 2 rangées, 3 rangées? C'était la première étape pour Odin. Ensuite, j'avais ces différentes tuiles. Ok, si je les forme de manière étrange. Et puis, j'ai eu les tuiles spéciales pour Odin. Ensuite, j'ai pris ce qui ne marchait pas dans Odin, et ça a donné les règles pour Patchwork. Donc, Patchwork a été inventé pour Odin, en quelque sorte, et on a été isolé. Je n'ai jamais eu l'intention de travailler avec des polyomino, c'est simplement arrivé. Et en plus d'influencer le monde du jeu dans son ensemble, cette arrivée des polyomino, elle va aussi modifier directement le travail d'UV. On l'a vu, c'est quelqu'un qui recycle pas mal, ou en tout cas qui aime bien créer des variations autour d'une même mécanique, et la pose de polyomino ne va pas y échapper, on y revient un petit peu plus tard. En plus des déclinaisons visuelles, Patchwork a aussi eu droit à sa version plus light, Patchwork Express, ce qui pour moi n'a pas beaucoup de sens, puisque Patchwork, le jeu de base, est déjà un jeu court d'environ 20-30 minutes, mais j'imagine qu'il faut faire vivre la marque. En tout cas, il reste, après toutes ces années, une référence du genre, rapide à jouer, facile à mettre en place, avec plein de choix intéressants, mais UV n'allait pas pour autant oublier les amateurs de gros jeux. Jumped from the boat. You said you wanna live by yourself. Il faut croire que Patchwork côté Lookout Games a inspiré notre bon vieux UV, puisque son jeu expert de 2014 côté Feuerland est lui aussi un jeu de joueurs, avec un mode solo tout de même. D'ailleurs, les jeux de Rosenberg sont très appréciés en moyenne des joueurs solo. T'es quand même plus peinard pour appréhender leur système complexe quand t'es face à ton plateau, et comme l'interaction est souvent indirecte, ça s'y prête pas mal, la plupart du temps sans automat de la mort qui tue. Thématiquement, Terre d'Arles vous propose de produire du lin, une ressource particulièrement importante de la région qui l'illustre. Bien sûr, vous pouvez aussi cultiver du blé, élever du bétail, gérer vos véhicules, construire des digues et bien d'autres réjouissances agraires. Mécaniquement, on est face à un pot pourri de ce que Rosenberg sait faire, de la construction de bâtiments, un grand plateau personnel sur lequel il faut gérer le placement des animaux à élever qui vont se reproduire, il faut gérer de la récolte et puis bien sûr de la transformation de ressources. On peut tondre les moutons, on peut traire les vaches, c'est extrêmement complet, même si en soi ça reste de la pose d'ouvrier avec un grand plateau central sur lequel on va aller activer des actions qui sont grosso modo toutes disponibles dès le début, donc on a une impression de vertige comme ça quand on débute la partie, et s'il fallait insister sur une nouveauté en particulier, ce serait probablement l'introduction des charrettes, avec des tuiles destination qui nous imposent des ressources à livrer, notamment pour acquérir de l'expérience de voyage et avancer sur une piste. Au-delà de ce système qui, même s'il est nouveau, n'a rien de bien révolutionnaire, le jeu fourmille de possibilités. On peut utiliser des pièges à poissons, on peut extraire de la tourbe, on peut fertiliser la tourbière. On n'est plus sur la représentation un petit peu romantique, voire fantasmée de l'agriculture que contenait Agricola, mais bien sur des éléments très précis, pointu, qui cherche à reproduire de façon presque documentaire le quotidien d'un artisan de cette région d'Allemagne. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, UV s'intéresse au peuple, aux petites gens et à la manière dont ils vivaient autrefois. Il se focalise vraiment sur l'humain, les travailleurs, plus que sur les bâtiments ou la croissance des villes. Et ces jeux sont d'ailleurs extrêmement documentés, avec des livrets dédiés à l'explication du thème et sa présence au sein du jeu. Terre d'Arles est probablement son jeu le plus personnel en fait, puisque Arles, ça s'écrit ici sans S, donc rien à voir avec la ville française, c'est un petit village paumé en Frise orientale. Et si vous avez vu le premier épisode de cette rétrospective, vous vous souvenez peut-être que c'est là qu'UV a grandi, et en conséquence il va pousser le bouchon à son maximum en créant une série de tuiles goodies réparties dans toute l'Allemagne du Nord, à aller collecter sur place dans différentes villes de sa région natale dont s'inspire le jeu. Un véritable hameçon pour geeks, de quoi rendre fou les fans de Rosenberg, qui ont mordu, évidemment. Il y a environ 1 an ou 2, j'ai rencontré Val et Guy, un couple de joueurs passionnés qui s'est lancé dans cette chasse aux goodies démentiels. Voici leur histoire, racontée par Val.
Nous avons toujours aimé les jeux de société, même si notre passion est relativement récente. Nous avions découvert Uwe Rosenberg via Bonanza, avant même de s'intéresser vraiment à l'auteur, et une de nos mécaniques préférées, la pose d'ouvrier. Sont venus ensuite un club de jeux, des festivals, des rencontres ludiques, et notre collection s'est fameusement agrandie avec Agricola, Terre d'Arles, Ora Elabora, À la gloire d'Odin, Le Havre, Caverna, La Route du Ver, Nusfjord, Alerto, Atiwa et Mercator. En 2019 et 2021, nous avons prolongé notre séjour au Spiel à Essen par un tour au sud de l'Allemagne et au nord de l'Allemagne pour visiter un peu, mais surtout pour visiter les boutiques de jeux de société qui distribueront des tuiles promo pour le jeu Terre d'Arles. Ces tuiles sont envoyées par Feuerland, société créée par Frank Heeren et Uwe Rosenberg en 2012, aux boutiques de jeux majoritairement en Allemagne, mais aussi en Suisse, à Bâle, à Baden, à Forch et en Autriche, à Vienne. Elles sont gratuites ces tuiles, mais il faut se rendre dans la boutique pour les obtenir. Voici d'ailleurs la carte des villes ou des magasins qui ont des tuiles pour le jeu Terre d'Arles. Bien sûr, impossible pour nous de faire toutes les boutiques, des amis nous ont également aidés au cours de leurs divers voyages. En 2021 au Spiel, Feuerland permettait aussi de piocher des tuiles promo dans un grand carton si on montrait son certificat de vaccination contre le Covid. On a mis à contribution tous nos amis pour avoir de nouvelles tuiles et les doublons nous ont permis de faire des échanges par la suite. Et puis le troc a fait le reste sur unknowns.de, das Brettspielforum. Il existe un sujet pour le troc des tuiles de Terre d'Arles avec un outil pour faciliter les échanges. Les liens sont dans la description si jamais ça vous intéresse. Il existe 62 tuiles répertoriées, quelques-unes ne sont plus trouvables car les magasins ont fermé ou ne veulent plus avoir les tuiles. Nous en avons 59, nous avons même fait un échange avec un Brésilien. Les 3 dernières tuiles ne sont plus trouvables, Kempten, Stuttgart et Wiesbaden. Nous avons aussi eu la chance de rencontrer Uwe Rosenberg au Spiel à Essen, qui a dédicacé notre boîte de Terre d'Arles, et nous avons été à Aurich, la ville natale d'Uwe Rosenberg, et Arles, Große Heide, la ville natale du père d'Uwe Rosenberg, où l'on retrouve tous les fondamentaux des jeux, comme les vaches, les moutons, les digues, le bois, la tourbe. Ces tuiles nous ont permis de visiter des coins d'Allemagne où nous n'aurions probablement jamais été et de générer pas mal de discussions avec des amis qui se sont pris au jeu également. Vraiment, on aime ce jeu. Voilà, je trouve le récit mignon et touchant, merci beaucoup à Val pour son histoire, et c'est fantastique qu'un jeu puisse devenir aussi important pour certaines personnes, et on sent aussi que c'est un jeu important pour UV, qui explique en interview que, même si évidemment le jeu n'est pas aussi rentable qu'un Patchwork ou qu'un Bonanza, ils ont avec l'éditeur une volonté de le réimprimer régulièrement, de le faire vivre, comme l'a fait Feuerland en redistribuant des tuiles de Terre d'Arles 7 ans après sa sortie. Le jeu il est revenu en stock chez Super Meeple il y a pas longtemps, et en fait UV il a cette volonté-là tout simplement parce que cette œuvre contient une part importante de lui et qu'il n'a pas envie qu'elle tombe dans l'oubli. Comme quoi le côté business-mass de Rosenberg il s'atténue un petit peu avec le temps. Bon, faut dire aussi qu'il est bien installé en tant qu'auteur maintenant et il peut davantage se permettre ce genre de démarche personnelle. De mon côté, si je refuserais pas de découvrir Terre d'Arles à l'occasion, j'avoue que c'est vraiment le moment où Rosenberg commence à me perdre. Les plateaux d'action deviennent trop grand, trop intimidant. Pour représenter le thème, on est noyé, je trouve, dans une profusion de ressources, de mécaniques, et de loin, tout ça, ça fait qu'il n'y a pas grand-chose qui ressort de mon point de vue, qui est saillant, contrairement à la roue de ressources qui a été inventée par Ora Elabora, par exemple, qui me donnait envie de m'intéresser au jeu. Mais dites-moi dans les commentaires si vous aussi, comme Valégi, vous avez chassé les tuiles, ou si même Terre d'Arles est un jeu important pour vous, ça m'intéresse, et ça me redonnera un peu de baume au cœur, parce que là, on va parler d'une croûte monumentale. Ça faisait longtemps, tiens. Laissez-moi vous raconter une histoire. J'ai la chance d'aller à Essen depuis 2013. C'est pas très loin de ma ville, Liège, à environ 2 heures de route, et du coup, ça le fait, même pour passer juste une journée là-bas, ce que je faisais à l'époque avant d'être autant passionné qu'aujourd'hui. En 2014, je découvre Patchwork, qui a été un gros coup de cœur. J'y ai joué avec mon épouse, avec tout le monde. Et l'année suivante, en 2015, je vois que Rosenberg ressort un jeu de joueurs chez le même éditeur, Lookout Games, dans la même collection, même taille de boîte et tout. Ça va forcément être bien, je me dis. Bah non. Mais alors là, non, pas du tout, quoi. Hengist, 4.8 de moyenne sur Board Game Geek. C'est un jeu qui, pour moi, n'a
aucun intérêt. Ce qui s'est passé, je pense, c'est que Rosenberg était très occupé à développer À la gloire de Dain, qui sortira que l'année suivante, et s'est dit « Mince, je peux pas laisser Lookout sans un jeu pendant un an », et du coup il était recherché un vieux jeu dans ses tiroirs, et une interview me donne raison puisqu'il explique dans un entretien qu'Engist datait de 2001 ou 2002, les sources sont dans la description. Engist, c'est joli, il y a un beau petit dracard, et c'est à peu près tout ce qu'il y a de positif à en dire. On a 3 pions chacun qui naviguent le long de la côte, on peut les débarquer, on peut les faire avancer dans les terres en jouant les cartes correspondantes, et si vous n'avez pas les bonnes cartes, vous pouvez défausser 3 cartes en guise de joker, et vous allez essayer d'atteindre les jetons pièces d'or de différentes valeurs qui sont en bas du plateau, plus profond dans les terres, pour marquer des points. Après avoir joué des cartes, vous repiochez 2 cartes, ou un peu plus si vous avez des pions qui sont situés dans l'arrière-pays, et voilà. Le truc, c'est qu'on ne sait pas où vont les routes à l'avance, donc il faut aller espionner pour pouvoir regarder la tuile face cachée, ou bien y aller complètement au pif, et dans les 2 cas, mais vraiment, on s'ennuie. C'est un jeu linéaire, c'est simplement jouer des cartes, piocher des cartes, ça n'a pas d'intérêt, vraiment c'est plat, c'est décevant, et ça a été, je pense, ma première vraie déception d'un jeu que j'ai ramené des scènes. Il y a eu une grosse désillusion vis-à-vis de ce salon que j'envisageais à l'époque comme un paradis, un lieu magique, où tout ce que je repérais qui était créé par les auteurs que j'affectionnais était forcément un bon jeu. Bon, depuis, j'ai fait du chemin et je me suis endurci. Alors merci Engist, je suppose, mais si vous le croisez, c'est poubelle. Hein. Have you ever thought of being like one of those actors? You don't start to drive you whining through the shit and mirror. Then it's too late when you wake, you have got all the symptoms. There's no return line to fucking like a rhythm. You say you're stressed, depressed and full of anger. The whole world treating you can pull fucking trigger. Alors j'accueille dans cette rétrospective Rosenberg Mounir, alias Baby, alias Fragment de Page sur les réseaux, qu'on avait déjà vu à Essen en fait, et qu'on va revoir à Essen dans quelques jours. La team reprend du service. On y est presque. Pour l'heure, on est là pour parler de À la gloire de Dain. Alors, on le dit tout de suite, t'en es pas un spécialiste. Pas du tout. T'en as même fait qu'une seule partie. J'ai fait qu'une partie. Mais voilà, c'est un jeu tellement particulier dans son feeling que j'avais envie d'avoir avec moi quelqu'un qui avait quand même déjà joué pour en parler un peu plus en profondeur. C'est un jeu, toi, qui t'a intrigué longtemps, notamment, en fait, ce qui fait qu'on parle beaucoup de ce jeu-là, c'est le nombre d'actions. Il y a quoi? Il y a genre une 60aine d'actions disponibles, donc c'est un placement d'ouvriers. Ouais. Et moi, j'avais vraiment envie d'y jouer depuis très longtemps, depuis presque mon entrée dans le monde ludique. On jouait chez Objectif Jeux, on leur fait un coucou, c'est une assoce de notre région. Et il y avait que cette grosse boîte là, bien épaisse, avec des vikings là-dessus, et ça me donnait très envie. On m'a dit non, c'est pas pour toi, pas pour le moment. Et donc... ah oui, c'est ça, pour que tu prennes du galon un peu. Oui, c'est ça, voilà. Parce que je pense que c'est pas une bonne entrée en matière pour quelqu'un qui commence dans le jeu. Hein, ouais, évidemment. tout à fait. Au début, évidemment, Rosenberg, je sais pas du tout qui c'est. Puis après arrive Agricola, qui est assez sec et tout. Et donc, j'étais pas super pressé de découvrir À la gloire de Dain juste après Agricola. Mais après, je me suis dit, ah non, j'ai trop envie, j'arrêtais pas d'en entendre parler. Et Audrey, qui joue avec nous, donc il était un meeple, a dit « Ah ben moi j'ai À la gloire de Dain, je veux bien vous faire découvrir. » C'est même son jeu préféré. C'est son jeu préféré. Donc Il était un meeple, elle joue beaucoup en solo, vous pouvez aller la suivre sur les réseaux si ça vous intéresse, et par le hasard des conversations, elle s'est remise à jouer en multi avec nous, et donc elle vous l'a fait découvrir. C'est un jeu, certes, placement d'ouvrier avec ses 60 actions, c'est vraiment la punchline que tu retiens du jeu, mais avec un côté polyomino très important, parce que le but du jeu, c'est de remplir ton inventaire, un petit peu comme dans un jeu de rôle, un jeu vidéo où tu as les inventaires, où tu dois remplir les emplacements, t'es limité. Bah là, tu veux qu'il soit le plus plein possible. C'est comme tu disais, oui, voilà, on va reprendre des ressources. Ces ressources, ce sont des polyomino qu'on va mettre sur notre plateau personnel. Et sur ce plateau personnel, en fait, on a... si on fait des abscisses ordonnées qui se rejoignent comme ça, on va avoir de plus en plus de tunas. Et donc, ça va nous permettre de développer notre économie. Mais en plus de ça, on va essayer d'entourer, alors ça, c'est pas facile avec des polyomino, des ressources qui vont pouvoir revenir à chaque début de manche. Qui sont préimprimées sur ton plateau. Qui sont préimprimées sur le plateau. Et... in fine, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? En fait, tout le reste du plateau, donc plus on va commencer de en bas à gauche, et plus on va monter comme ça, et puis on va arriver au point négatif qui constitue tout le reste, tout le haut du plateau. Et donc,
au départ, on va essayer forcément de monter en ressources, en encadrant de ressources ou en faisant grimper notre thune. Et puis après, on va essayer de recouvrir, in fine, tous les points négatifs. Et je trouve ça assez malin. À part ce puzzle-là qui est assez solo, assez casse-tête, sur le placement d'ouvriers, on est sur du classique, tu prends des ressources, tu les transformes en d'autres ressources, Oui, etc. il y a beaucoup de choses comme ça. On va essayer de développer notre flotte en fonction de ces bateaux, des armes qu'on va avoir. On va pouvoir aller plutôt faire de la chasse, plutôt se développer en faisant des raids avec nos bateaux. Donc c'est thématique, mais bon, ça reste du placement d'ouvriers, voilà. Par contre, moi j'avais peur que les 60 places, ça fasse quelque chose de pas tendu du tout. Mais en vérité, ce sont 60 actions dont beaucoup sont des bis, c'est-à-dire il y en a qui vont être plus puissantes mais plus chères et d'autres moins puissantes, moins chères. Donc au final, on a quand même cette tension parce qu'il y a des moments où on sait que par exemple on a tous les deux ou tous les trois, tous les quatre nos dracars qu'on a envie d'aller faire des raids, et là les actions les plus puissantes vont être les actions qu'on va tous avoir envie de faire. Donc on va pouvoir, c'est vrai, aller sur une action moins puissante, moins intéressante, mais en vrai, on a tous envie de faire des actions au bon moment, et donc il y a quand même cette tension, malgré qu'il y a 60 emplacements. Mais en tout cas, c'était une bonne tension. Et alors, on a aussi des plateaux supplémentaires qu'on va pouvoir acquérir, et sur ces plateaux, c'est des plateaux qui sont comme nos plateaux perso, sauf que des configurations différentes. Et là aussi, on va pouvoir entourer des ressources, mais avec plus de contraintes, avoir aussi des points négatifs, parce qu'on va prendre ceci. Notre plateau, par exemple, fait 17 points, imaginons, je ne me rappelle plus exactement des points. Mais si on recouvre tous les points négatifs qui sont dessus. Donc là aussi, c'est un investissement, mais à risque. Et donc, ça veut dire aussi que si on investit sur le plateau secondaire, on n'investit pas sur notre plateau personnel. Déjà, j'ai trouvé en tout cas qu'il y avait, malgré tous les emplacements, c'est ça que j'ai retenu, malgré tous les emplacements, il y avait une vraie tension. Il y a aussi des cartes qui vont nous donner des avantages. Et là, il peut y avoir un petit effet d'aubaine, en effet. Qu'on va retrouver après dans d'autres jeux de l'auteur, dans Alerto, c'est beaucoup comme c'est ça vrai, aussi. aussi. Si tu pioches une carte qu'elle est déjà faite, voilà. Mais malgré que les deux jeux soient différents, Alerto et À la gloire d'Odin, il y a des similitudes dans les sensations. C'est pas vraiment les mêmes actions, etc. Mais dans les sensations. Puis l'univers de Rosenberg, c'est vrai qu'on va quand même encore avoir ces histoires de moutons, de légumes, etc. Ouais. Donc malgré qu'on ait chez de les filiation Vikings, entre voilà, les jeux. Oui, Rosenberg, il est connu aussi pour sa proximité avec le thème, sa documentation. Ici, sur les Vikings, est-ce que tu as ressenti ça? Parce que des jeux de Vikings, il y en a plein. Ouais. Certains sont un peu clichés dans leur utilisation du thème. Légèrement. Je me suis pas dit, il a vraiment bien creusé le sujet. C'est pas le plus thématique du lot. Non, c'est pas le plus thématique du lot. Non, je trouve pas du tout. On est dans c'est autant thématisé que je vais peut-être me faire crier dessus, mais que Pierre. Pierre de la mer du Nord. Où aussi on va faire des raids, etc. On va se préparer et tout. Oui, c'est thématique, on va ramener des ressources, mais bon. Ça aurait pu être un autre thème, en tout cas pour moi. Ok. Donc on sait que c'est aussi un jeu qui se joue très très bien en solo. Ce côté puzzle, évidemment, ça fonctionne bien, quoi. Le casse-tête. Alors j'imagine qu'en solo, t'as un certain nombre d'actions. Toi, c'est un jeu qui t'a plu, t'aimerais y rejouer? Oui, moi j'ai envie d'y rejouer, justement pour voir si après 2, 3, 4 parties, j'ai encore envie d'y jouer. Ça, pour le moment, je sais pas du tout. C'est-à-dire ça m'a vraiment plu la première partie, mais j'ai pas non plus un effet où je suis tombé de ma chaise. Je suis peut-être tombé de ma chaise, mais ça n'a rien à voir. J'ai envie de le creuser, quoi. En tout cas, j'ai vraiment envie de le creuser. Si vous êtes spécialiste d'À la gloire d'Odin, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sais que c'est un des Rosenberg qui a vraiment sa belle base de fans installée. Il y a aussi une extension norvégienne que j'ai pas pu jouer, mais qui a l'air d'être très, très bien, mais j'ai pas joué. Ça fait partie de ces jeux de Rosenberg qui font un peu peur de loin, et au final, j'imagine... C'est vrai qu'en termes de règles, c'est vraiment pas compliqué. Hein. C'est ça, tu décodes vite ce que font les emplacements. C'est plus du casse-tête, de se dire de l'opportunisme, etc. Et puis voilà, c'est assez accessible en vrai, je trouve. Mais c'est vrai que c'est bien, si jamais on n'a jamais fait de placement d'ouvrier, c'est vrai, c'est bien d'en faire un premier avant. Mais sinon, c'est assez accessible, c'est pas... Et c'est quand même pas si punitif que ça par rapport... Moi, je trouve Agricola beaucoup plus sec que ce jeu. Oui. Il a fait du chemin depuis, il s'est adapté aussi, il s'est un petit peu modernisé en fonction des tendances. Ok. Merci Mounir, on se retrouve très bientôt pour Essen, pour le débrief d'Essen. Et commentez pour me dire tout ce que j'ai pas dit. Merci Baby, et vous le retrouverez très bientôt puisqu'il sera aussi du voyage à Essen. On fera les débriefings de la journée ensemble. On reste en 2016, mais
Toujours dans les polyomino, vous vous souvenez que je vous ai dit que Patchwork allait faire des petits? Bah voici Cottage Garden qui est basiquement un patchwork en plus développé et jouable de 2 à 4 cette fois. Et puis avec une durée un peu plus longue aussi, environ 1 heure de partie et un magnifique thème jardinier. Jardinier, ça se dit comme adjectif? Enfin avec des plantes quoi. On retrouve la file de tuiles de Patchwork, mais ce coup-ci on ne peut pas directement acheter ce qui s'y trouve. Entre les tours, le jeton brouette, oui, va récupérer les tuiles les plus proches de lui, puis les insérer dans une petite grille de 4x4, à l'intérieur de laquelle on va se servir pour remplir notre plateau. C'est un petit dé qui va se balader autour de cette grille, qui va définir la rangée dans laquelle on peut se servir à notre tour, et si jamais on peut rien prendre dans la rangée désignée, on peut aussi alternativement récupérer un petit carré d'une case, un peu comme les pièces à choper sur la ligne du temps dans Patchwork pour combler les trous. C'est d'ailleurs un pot de fleurs qui va servir à l'un des 2 scoring, j'y reviens. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on doit compléter son plateau plusieurs fois dans la partie, et chaque fois qu'on la remplit, on va déclencher une phase de score, et là intervient un petit twist, on a 2 cubes de 2 couleurs différentes. Il y en a un qui score sur le nombre de pots de fleurs visibles, certains sont déjà visibles sur votre plateau et vous devez alors les contourner, et d'autres pots de fleurs peuvent être ajoutés en cours de route avec l'action alternative que je décrivais en amont. Le score des pots de fleurs, il est marqué par le cube orange, et vous avez aussi le cube bleu qui va avancer en fonction des cloches visibles. Et à chaque fois qu'un scoring est déclenché, vous pouvez avancer qu'un seul cube de chaque couleur, et lorsque vous passez les lignes rouges de votre piste de score, vous allez récupérer des jetons chats qui eux aussi permettent de combler les trous de votre plateau. Il y a aussi une petite course pour atteindre la fin de sa piste de score et obtenir un jeton ruche qui fera un bonus de points en fin de partie. En chaque tour, on avance le dé, quand il a fait un tour de grille, on l'augmente d'1 point, et quand il est sur sa phase 6, c'est le signe que le dernier tour est déclenché. Bon, de loin, ça me semble un poil répétitif, mais en même temps, je trouve qu'il y a suffisamment de différences et d'ajouts pour justifier la création d'un nouveau jeu, même si, encore une fois, on est sur une expérience qui doit se rapprocher, j'imagine, dans les sensations de jeu d'un patchwork, mais je vois pas tellement ce qui justifie d'y jouer à plus de 2. En plus, j'ai l'impression qu'on perd un petit peu en blocage, puisque on ne se sert pas dans la même rangée que nos adversaires par définition. Si vous avez un avis sur Cottage Garden, dites-le moi dans les commentaires, je suis tout ouïe. Same story goes every day, like the wind blows. You came across as rather insecure. The candy bag is just a lure. Dernière année de cette rétrospective, et c'est pas une petite année puisqu'elle compte 3 jeux. On va tout de suite démarrer avec le plus costaud des 3 puisqu'on revient au jeu de gestion qui s'intéresse de près aux gens, et ce coup-ci on quitte l'Allemagne pour s'installer au nord de la Norvège, à Nusfjord, une petite ville qui continue de vivre de la pêche dans l'archipel de Lofoten, qui a un autre nom de jeu, mais ça n'a rien à voir. Vous vous en doutez, la mécanique va tourner autour du commerce de poissons. On est chez Lockout Games ce coup-ci, et mine de rien, entre l'Atroce Engist et les Polyomino, Rosenberg n'avait plus sorti de gros jeux chez cet éditeur depuis Caverna en 2013, et on sent qu'il y a une volonté de revenir en douceur, puisqu'on n'est clairement pas sur le plus complexe du lot. Déjà, on a 3 ouvriers, pas un de plus, pas un de moins, un petit peu comme dans Agricola Terre d'élevage. On va évidemment les placer sur des cases d'action, comme d'hab. On a un plateau personnel à remplir ou à déblayer comme d'hab, mais le gros focus ici, je l'ai dit, c'est la pêche, et chaque manche va commencer par une phase de pêche qui se joue simultanément. On va déterminer l'ampleur de notre prise en fonction de la taille des bateaux qu'on a construits. Si seulement c'était aussi simple dans la vie, je crois qu'on réglerait le problème de la faim dans le monde, enfin, sauf pour ceux qui mangent pas de poissons. On va ensuite redistribuer ces poissons qu'on a pêchés à différents endroits sur nos tuiles de parts, en fait, chair en anglais. Et ces parts, on peut les revendre, des autres joueurs peuvent nous les racheter, donc on va parfois être forcé de refiler notre poisson aux adversaires qui auraient racheté nos parts, ou si on a conservé notre part, on s'alimente nous-mêmes en poisson. Donc il y a une sorte de micro-économie qui s'installe, qui semble assez intéressante et relativement inédite au sein des jeux de Rosenberg. Moi, je vois ça comme un prolongement de la possibilité d'utiliser les bâtiments des autres en les payant, introduite dans ces jeux précédents, mais on va le voir, ça colle pas vraiment avec le reste du jeu qui est assez simple. Ces poissons, ils vont aussi servir à nourrir nos anciens, des sortes de vieux sages du village qui donnent des capacités spéciales. Ça me fait rire, tu leur donnes à bouffer et ils transmettent leur savoir sacré. Et ils ont évidemment des belles tronches de vieux, c'est très comique. On pourra aussi servir du poisson au sein des assiettes de banquet en échange d'or qui nous fera des points de victoire à la fin de la partie. Il y a de la gestion de son plateau personnel, on doit
déforester, récolter simplement le bois ou reforester en ajoutant une tuile à son plateau sur un emplacement vide. On va placer nos ouvriers à tour de rôle. Certains emplacements du plateau accueillent 2 ou 3 ouvriers différents en fonction du nombre de joueurs, ça se joue jusqu'à 5. Et on va aussi avoir des emplacements qui permettent de copier l'action d'un autre joueur. Le jeu comporte 3 decks de 44 bâtiments, on ne garde qu'un seul deck à chaque partie, et on verra même pas tous les bâtiments d'un paquet de cartes sur l'ensemble de la partie, donc niveau variabilité / rejouabilité, il y a des efforts qui ont été fournis. Alors on est sur un niveau de complexité qui est similaire à La Route du Ver, avec un jeu qui avance tout droit, qui est assez épuré, à part du coup ce mécanisme de distribution des poissons, qui semble assez lourd, c'est en tout cas ce qu'en dit Tom Vassell de Dice Tower dans sa critique, et voilà, ça semble peu compatible aussi avec le reste des règles du jeu qui est assez simple. Au final, Nussfjord, ça semble être un Rosenberg qui est assez efficace, mais qui a aucunement déchaîné les passions de la même manière que l'auraient fait les précédents jeux de l'auteur en leur temps, et sans être mauvais, ça paraît plutôt oubliable, et puis ça semble difficile de passer après la richesse thématique de Terre d'Arles, ou la décadence d'À la gloire d'Odin, mais quand la gestion se fait triste, il reste toujours les polyomino, non ? Tu voudras quand tu voudras. Est-ce que ça vaut le coup de se faire démonétiser pour passer du jeu d'assin ? Pas sûr. Chantez-le dans votre tête. C'est l'été indien et UV, il sait nous faire rêver. On va l'illustrer avec de la pose de tuiles, de plein de formes différentes, pour former des jolis tapis de feuilles de toutes les couleurs. Quel poète ! Attendez, j'ai un intrus. Indian Summer, c'est un nouveau jeu dans la série des jeux de polyomino. Exit la grille de Cottage Garden ou la grande ronde de tuiles de Patchwork. Ce coup-ci, on a sa propre file de 5 tuiles, appelée Sentier personnel, et vous allez sélectionner une des tuiles qu'elle contient à chaque tour, et personne ne pourra vous la piquer. Vous pouvez aussi récupérer un écureuil de la réserve commune. Chaque tuile-feuille a un petit trou, et un de vos objectifs consiste à recouvrir les trésors pré-imprimés sur votre plateau personnel avec ce petit trou, histoire de les laisser apparaître, et si vous y parvenez, ça vous donnera, au moment où vous avez entièrement complété cette zone, des trésors. Donc il y a des baies, des champignons, des plumes, et vous pourrez dépenser tout ça pour effectuer des actions spéciales. Cet aspect fait, à première vue d'Indian Summer, un jeu assez solo, peu interactif, puisqu'on ne peut pas interférer avec le placement de tuiles des autres, il y a juste vaguement une course pour récupérer les animaux du plateau central, dont certains ont un trésor placé sur eux à la mise en place, mais en vrai on s'éloigne drastiquement de l'interaction et de la tension que Patchwork mettait en place avec sa piste du temps. Mais en fait la tension dans Indian Summer, elle se cache ailleurs, car ici, il n'y a pas de point de victoire, c'est celui qui recouvre entièrement son plateau en premier qui l'emporte, tout simplement. Et en cas d'égalité, c'est les noisettes, qui sont notamment glanées grâce aux trésors qui vous restent en réserve, qui vont départager les ex-aequo. Donc, est-ce que vous thésaurisez des trésors pour casser l'égalité ? Ou est-ce que vous les dépensez pour remplir votre plateau plus vite, ou échanger l'ordre dans lequel vous récupérez vos tuiles, par exemple. Et puis, ce qu'on perd en interaction, en fait, on le gagne en fluidité, parce que toutes vos tuiles disponibles vous font face, et vous pouvez planifier votre agencement dans votre tête pendant le tour de l'autre, en ayant toutes les infos en main. Mine de rien, ce genre de dilemme lié à la course, il est plutôt innovant et bienvenu au sein des œuvres de Rosenberg, qui arborent parfois des systèmes de comptage de points de l'enfer, et c'est la caractéristique qui fait que, à choisir, j'aimerais davantage essayer celui-ci que Cottage Garden, a priori plutôt à 2 joueurs, pour bien surveiller où en est l'adversaire dans sa progression, et conserver un maximum de fluidité. Mais il restera un ultime volume de cette trilogie des polyomino à examiner dans le prochain épisode, pour trancher en faveur du meilleur. On en arrive au dernier jeu de la vidéo, et vous auriez probablement aimé une fin en feu d'artifice, avec des anecdotes aussi rocambolesques que celles sur Terre d'Arles, mais ma subdivision en a décidé autrement. Car oui, l'année 2017 se termine sobrement avec Caverna Cave versus Cave, ça fait 3 fois Cave, et ça fait aussi la 3e déclinaison de joueurs d'un jeu de Rosenberg, après Agricola et Le Havre. Alors, qu'est-ce que celle-ci apporte, et qu'est-ce qu'elle enlève surtout par rapport au mastodonte original ? Dans Caverna Cave versus Cave, on va jouer 8 tours, on a un nombre d'actions qui est déterminé par une tuile qu'on retourne à chaque manche, chacun a son petit plateau personnel qu'on doit aux surprises déblayer, et lorsqu'on débarrasse notre cave de la caillasse,
en retournant la tuile qui était sur notre plateau, on ajoute un nouveau bâtiment dans l'offre du milieu. Du coup, une fois les cases déblayées, ça va devenir possible de créer de nouvelles chambres dans notre grotte en utilisant justement cette offre de tuiles au milieu, à condition de respecter certaines règles de placement liées notamment à la couleur des murs par exemple, et de manière assez classique, ces chambres, elles vont vous permettre de gagner des ressources ou de transformer en d'autres sources. Il y a aussi une petite course pour entièrement déblayer son plateau et gagner un espace bonus ou poser une tuile en plus. On fait des points grâce aux tuiles posées et à l'or qu'on a obtenu pendant la partie. Et voilà. En fait, le jeu se concentre sur un aspect très précis de Caverna, juste la moitié droite du plateau personnel, celle dédiée au fait de creuser son plateau en retirant complètement l'aspect fermier. Donc là, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de récolte, il n'y a pas de stress de nourrir ses nains. Et en fait, c'est le même schéma que dans Agricola 2 joueurs qui se concentrait sur les animaux en enlevant d'autres parties du gameplay. C'est un choix qui est intéressant, et une des qualités majeures du jeu semble émaner du fait que les nouvelles possibilités de construction, elles viennent justement des tuiles que vous retournez en déblayant votre plateau. Donc il n'y a plus de mise en place fixe, qui était mon reproche principal à Caverna, et c'est impossible de suivre 2 parties de suite la même stratégie. À part ça, le jeu n'a, il faut bien l'admettre, pas grand-chose de révolutionnaire ou d'original. Il est d'ailleurs pas resté dans les mémoires, il n'a pas eu d'extension comme Agricola Terre d'élevage, et l'aspect duel que la boîte essaye de nous vendre, comme s'il allait avoir une confrontation, une guerre des nains, ça semble complètement surfait. Au final, c'est juste une rixe à celui qui aura le plus de points de victoire, comme d'hab, et on passe notre temps à dépenser des ressources pour gagner des nouvelles, éventuellement en faisant attention à ce que l'adversaire peut acheter ou non, mais sans vertige majeur, sans coup d'éclat. Donc moi pour celui-là, je passe mon tour. Et voilà, c'est la fin de ce 3e volet de ma rétrospective consacrée à Uwe Rosenberg. Merci si vous avez regardé cette vidéo en entier. On est ensemble. Bientôt Essen, la chaîne va passer en mode Essen pendant la première semaine d'octobre. J'espère que vous êtes prêts. Et on se retrouvera fin octobre, début novembre, par là, après cette tempête de nouveautés, pour clore en beauté cette série de vidéos avec la 4e et dernière, enfin, partie consacrée aux années 2018 à 2023 ou 2024, je suis pas encore sûr. Merci de votre fidélité, vraiment. Si vous souhaitez soutenir cet énorme boulot qui aspire mon âme, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ko-fi.com/rue du jeu. Bientôt le tirage au sort de la tombola, je vous le rappelle. On se voit bientôt pour parler des Suns, et d'ici là, jouez bien par chez vous. Ciao!